Salut, Monsieur Saleh. Bonjour Monsieur Némi, salut à vous. Je vous espère bien portant. Bien portant par la grâce de Dieu. J'espère aussi que vous êtes bien portant. Ouais, on ne se plaint pas, Dieu nous fait grâce. Il continue à manifester ses bienfaits à notre égard. Hein. La différence entre nous et les autres entrepreneurs, nous, on est les feufs entrepreneurs, donc les entrepreneurs de foi. Donc notre fondement, notre base, c'est la foi en Dieu. Donc, nous croyons que tout ce que nous possédons, c'est par une force divine, à laquelle nous comptons vraiment sur sa grâce. Le mois de février vient de toucher à sa fin, le mois de mars vient de commencer. Votre lecture? Oui, je dirais beaucoup plus ceux qui sont dans l'entrepreneuriat agricole, l'agribusiness. Je peux dire le mois de février, c'était un mois compliqué pour ceux qui attendaient la pluie. Ils ont fait les maïs, mais on a eu beaucoup de difficultés. C'est vraiment la pire des choses qui soit arrivée au mois de février. Oui, manque de pluie. Nous sentons que la sécheresse qui approche à l'horizon, elle est en train de pénaliser, d'où nous demandons aux agriculteurs de prendre vraiment des stratégies pour que des choses pareilles ne puissent plus arriver. J'aurais appris qu'au Zimbabwe, la Namibie, la Zambie ont été déjà sérieusement touchés. C'est vrai. Oui, paraît-il que nous avons encore un peu de l'avantage par rapport à eux. Le réchauffement climatique s'annonce très mal. Pour l'Afrique. Ça fait mal, hein? Et surtout en tant qu'entrepreneur, vous vous sentez comment? Je sais que peut-être ce n'est pas votre domaine, mais en tant qu'entrepreneur, vous savez comprendre la douleur des autres. Oui. Et quel état mental que vous ressentez en voyant ça? Oui, mentalement, en tant qu'entrepreneur, on est fait pour s'adapter. Oui. Donc, pour un entrepreneur, lorsqu'il y a une difficulté pareille, il pense comment en tirer une opportunité. Vous voyez, c'est qui sera un peu différent d'un commerçant, c'est lui qui faisait des calculs. Si je faisais cette saison, je gagnerais autant, et si ça tombe mal, vous voyez, il y aura des personnes qui vont sûrement se décourager. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, oui, ma lecture, je dirais, je reste optimiste. Je sais qu'il y a toujours une solution à tout. Il n'y a pas un problème qui manque de solutions. Ouais, un peu. Donc, c'est ça vraiment ma lecture, ma façon de voir ce qui est en train de se passer par rapport au réchauffement climatique. Sinon, c'est un peu ça. Et permettez un peu, y a-t-il pas une façon aussi que les entrepreneurs devaient s'y prendre pour être toujours préparés à des catastrophes naturelles? Y a-t-il pas une autre méthode d'agriculture peut-être qu'il faut faire pour pallier à des circonstances pareilles? Je me pose toujours des questions. Je me dis, parce qu'il faut rester dans l'agriculture traditionnelle ou encore attendre toujours la pluie. Parce que la pente est comme ça. Nous quittons le pire pour le plus pire. Il n'y aura pas encore une autre saison qui va surprendre où la pluie va s'arrêter au mois de décembre, par exemple. C'est ce qui fait plus peur. Vous savez, de l'autre côté, je peux dire l'Occident, et ils ont commencé à subir le réchauffement climatique il y a très longtemps. Nous, c'est à peine que nous sommes en train de subir cela. Et il suffit juste de jeter un peu un coup d'œil. Quelles sont les solutions palliatives qu'ils ont appliquées pour qu'aujourd'hui, qu'ils ne soient pas en pénurie alimentaire ou en manque. Et je vois déjà la solution d'emblée, c'est investir dans l'irrigation. Oui, une irrigation vraiment industrielle. Et là, on peut faire des grandes étendues bien irriguées. Et je crois notre sous-sol regorge beaucoup d'eau. Nous avons une nappe aquifère qui est vraiment riche. Je crois chez nous, ici, en République démocratique du Congo, nous faisons partie des pays qui regorgent vraiment une très grande quantité de l'eau douce. Donc, investir dans des forages, des systèmes d'irrigation industrielle, je pense, on va facilement pallier à ces problèmes. Et comment trouvez-vous aussi, quant aux formations, les agriculteurs ne seraient pas aussi temps qu'ils se forment? Parce que l'irrigation, oui, mais elle se prépare, je pense. Il faut des connaissances en avance pour arriver à l'utiliser. Que conseillerez-vous aux agriculteurs face aux formations quant au changement climatique, mais aussi à l'adaptation aux nouvelles solutions de l'agriculture? Bon, moi, je me suis toujours dit que par rapport aux compétences,
Il y en a. Nous avons des compétences dans le pays, des personnes qui sont capables de former ou même d'exécuter certaines tâches. Et beaucoup plus, peut-être, c'est la volonté ou les personnes qui doivent investir dans ces compétences qui existent déjà. Vous voyez. Vous trouvez quelqu'un qui a fait l'agronomie, il a des maîtrises et des maîtrises. Théoriquement, il peut tout expliquer. Il connaît des méthodes, il peut conseiller. Mais qui est cette personne qui sera prête à investir dans l'agriculture tout en consultant cet expert-là? Ça aussi. Vous voyez un peu. Oui. Des séminaires, il y en a qui sont organisés, mais qui sont ces personnes qui y vont? Ça aussi. On aime ce qui est gratuit. Des fois, on néglige même ce qui est gratuit. Aujourd'hui, si on se disait on doit organiser une conférence ou un séminaire de formation avec les agriculteurs, je te rassure, sur 100% des agriculteurs, c'est facile qu'on reçoive 40%. Là, c'est gratuit. Oui. Et quand c'est payant, ça sera plus bas. Ça, c'est la mentalité des Congolais, une mentalité qui doit changer radicalement. Donc, si je comprends bien, les agriculteurs doivent s'intéresser aux formations. Ils doivent s'intéresser. Pas seulement les agriculteurs, mais tout humain. Tout humain. Doit s'intéresser aux formations pour s'adapter aux conditions qui pourront nous surprendre dans les jours à venir. Parce que quand on a une compétence, quand on a une connaissance, ça forme en quelque sorte comme un bouclier et qui nous... comme un garde-fou en quelque sorte. À chaque fois qu'il y a une intempérie qui arrive, on est déjà un peu à l'abri parce que nous avons une connaissance ou une compétence qu'on peut développer pendant ces temps-là. Effectivement, cela s'applique même dans le domaine de l'emploi. Vous voyez, nous avons des personnes qui sont à la quête ou à la recherche de l'emploi, mais ne possèdent pas des compétences nécessaires. Vous voyez, c'est un grand problème dans notre pays. Vous voyez, nous avons des personnes qui cherchent l'emploi. Il est là, non, le pays, le gouvernement ne fait rien. Mais posez-lui la question, qu'est-ce que tu es capable de faire concrètement? Ça, c'est le problème. Sûrement, vous allez être déçus. Vous voyez, il y a des offres qui sont là, des miniers. Ils envoient des offres, vous voyez, des offres pertinentes. Mais moi, je conseillerais peut-être aux personnes qui sont à la recherche de l'emploi de commencer à se former en fonction des offres disponibles. Vous voyez, on a besoin de quelqu'un qui mérite et qui maîtrise la soudure. Bon, comme tu es ingénieur, je ne sais pas, je dirais quoi? Je peux parler de quel domaine? Informatique. Je te dis, moi, je suis un ingénieur informaticien, pourquoi je dois apprendre la soudure? Or, tu regardes la catégorie qu'on offre. On demande que la personne qui sera engagée, elle sera peut-être superviseur chargé des soudures. On demande telle compétence, telle compétence, telle compétence. Mais si tu as vraiment besoin et tu es motivé à avoir ou à gagner cet emploi, il faut se former. Et les formations, il y en a. Nous avons des centres qui pullulent en République démocratique du Congo. Et M. Némi, les jeunes, nous nous adressons à toutes les couches, mais aussi aux jeunes. Et j'ai côtoyé quelques jeunes. Certains disent qu'il n'y a pas d'abord du boulot. Vous venez de dire que oui, il n'y a pas du boulot, mais il y a aussi du boulot. Donc, au même moment qu'il n'y a pas du boulot, il y a d'autres qui trouvent du boulot. D'autres disent que les formations coûtent cher. Votre lecture par rapport à ça? Ah, formation coûtait cher. C'est ça le problème avec le Congolais. On aime le moins cher. Maintenant, pour assumer les conséquences de ce qu'on a voulu de moins cher, on paye cher. Voyez un peu. On n'aime pas prévenir, nous on aime guérir. Et la guérison nous coûte plus cher que la prévention. Juste pour vous compléter, quelqu'un a dit, si quelqu'un vous dit qu'il trouve la connaissance trop chère, proposez-lui de prendre l'ignorance. Mais dites-lui d'avance que l'ignorance lui coûtera plus cher que la connaissance. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est d'abord mental. Hein? Donc, si je ne peux pas dire inné, hein? C'est une culture qu'on acquiert par rapport à l'environnement que nous avons, des aînés. Parce que tel qu'on est là, moi, je dirais, je peux vous donner mon exemple. Dans les quartiers où j'ai grandi, moi, personnellement, je voulais trop me lancer des défis, vous voyez un peu. Là où tout le monde dit que c'est difficile, c'est là que moi j'irai. Vous voyez. Je me suis retrouvé dans un quartier où tout le monde ne voulait pas faire la maths physique, tout le monde avait peur de la mécanique, avait peur de l'électricité. Donc, tout ce qui cadre avec la mathématique, là... Tout ce qui demande la tête, au fait. Tout ce qui demande la tête, là, c'est... Tout le monde fouillait cela. Et moi, je voulais vraiment relever ces défis. Et je m'arrangeais d'aller attaquer de telles filières. Oui. Et tu te retrouves maintenant, c'est ton entourage qui se met à te décourager. Ah, est-ce que tu sauras? Et si tu oses seulement, surtout l'un de tes amis, ou vous êtes avec lui dans une même classe,
oser seulement repérer une copie d'une interrogation où tu as eu peu de points, allez, tu as des problèmes. Pourquoi tu es parti? Tu es allé faire la maths physique, tu vois maintenant, tu es là, ça sera compliqué pour toi. Et moi, j'étais motivé. Je savais que je finirais par réussir. Et j'ai décroché mon diplôme en maths physique. Je suis allé à l'université, j'étais à Salama, Isis. À Salama, tout le monde a peur de faire la télécommunication et réseau. Il y a trop de mathématiques. Trop de calculs. Voyez un peu. Et quand je commence la filière, nous avons des amis, nous étions presque 500-600 personnes. Prépa, bac 1, bac 2, il fallait choisir sa filière. Nous voyons des amis partir. Ah, moi je vais faire, je sais pas, design et multimédia. Moi je vais faire génie logiciel, pour ceux qui étaient aussi forts en programmation. Moi je vais faire la gestion. Voyez, il y avait toutes ces personnes qui fouillaient au fait. Qui fouillaient les options qui demandaient la tête. Et on s'est retrouvés sur plus de 300-400 étudiants. On s'était retrouvés, je crois, 30 personnes qui ont choisi de faire le réseau télécom. Waouh! Voyez un peu. Wow. Et bien qu'on a commencé à 30, je crois qu'on a fini à presque 20 personnes. Wow. Il y en a qui ont changé après quelques mois. Et moi, je ne vous dirai pas que j'étais très fort en mathématiques. Non. Mais c'était un défi que je me suis juré que je dois relever. Effectivement. Et j'ai décroché mon diplôme. Oui. En télécom et réseau. Je suis ingénieur en télécom et réseau. Voyez un peu. Et c'est là aujourd'hui vous ouvre des portes à gauche et à droite par rapport aux compétences et à la formation que vous avez suivie. Maintenant, déjà avec ces mindsets depuis les bas âges, je vous rassure, moi vraiment quand il y a une difficulté, quand les choses deviennent compliquées, pour moi c'est le temps de relever les défis. Oui. De prouver au monde, de prouver aux proches que je suis capable. Voyez un peu. Oui. Monsieur Némi, et moi, j'ai eu à échanger avec quelques chefs d'entreprise, quelques responsables de quelques entreprises. J'ai vite compris qu'il y a une forme de conflit entre les entreprises et la jeunesse. La jeunesse qui est à la recherche de l'emploi et les entreprises qui est à la recherche de la main-d'œuvre. Et en échangeant avec les responsables des entreprises, d'abord au départ, nous les jeunes, on s'est plaint qu'il n'y a pas de boulot. Nous les jeunes, on s'est plaint que les entreprises ne recrutent pas. Mais monsieur Némi, j'ai fréquenté des entreprises. J'ai fréquenté, comme je vous ai dit, quelques responsables des entreprises qui m'ont dit à leur tour que voici, ils m'ont présenté des offres. Je vous dis des offres authentiques, vraies et officielles. Ils nous ont dit qu'ils étaient en plein recrutement. Mais la jeunesse n'a pas les compétences requises. Vous voyez? Trop de jeunes sont ceux qui n'ont pas de compétences. Et les quelques qui ont des compétences, c'est par rapport à leur filière académique ou scolaire. Vous voyez un peu? Du coup, la demande des entreprises ne croise pas des personnes compétentes. On dirait qu'il y a une forme de conflit entre les deux. Et la jeunesse reste toujours dans sa position. Je suis licencié en droit sans aucune autre formation à côté de son diplôme en droit. Mais on est à la quête de l'emploi. Je vous donne un cas. J'ai une connaissance qui évolue dans une structure minière qui m'a dit, chez eux, ils sont en train de recruter les gestionnaires des stocks. Donc, des personnes capables de gérer les stocks, de gérer les entrepôts, de gérer les entrées-sorties et tout ça. Et la société n'a pas demandé l'expérience professionnelle. 5 ans d'expérience, non. Mais la société a demandé une personne compétente, ayant soit un diplôme en gestion de stocks, soit un certificat, soit un brevet qui prouve qu'il a ses compétences. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Parce que moi, je me suis retrouvé un peu à cheval. J'ai manqué quoi répondre, connaissant les réalités de la jeunesse, connaissant aussi les réponses de ces responsables-là. Parce que les entreprises veulent la production, les entreprises veulent accroître leur chiffre d'affaires. Et l'un des responsables m'a dit, vous, à la cité, vous dites qu'on prend les gens par recommandation. Mais voici une offre. Il y a des tests qui sont organisés. Tout le monde peut venir. Nous voulons une personne compétente. Quelle est votre lecture par rapport à ça? C'est pénible, hein? C'est pénible. Je peux répondre à cette question par rapport à un cas.
que moi-même j'ai expérimenté. Je crois que c'est l'année passée, j'ai reçu une offre où on avait besoin d'un copywriter. Oui, 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 oui. Ou un éditeur. C'est l'une des compétences, je crois, actuelles. Oui. Moi, quand j'ai vu cette opportunité, j'ai m'intéressé au domaine. Un peu. J'aime tout ce qui cadre avec le marketing digital, même le copywriter. Je me suis vite fait former. Il y a des formations gratuites, il y a des plateformes. Je crois, moi, je suivi cette formation dans une plateforme où ça m'avait coûté presque $20. Où c'était 20 €, c'est tombé à 22, 23 $. Je suivi cette formation. C'était une formation qui nécessitait, je crois, 12 heures du temps. Ok. J'ai disponibilisé de mon temps, j'ai suivi cette formation et j'ai décroché ces brevets. Voilà. Et c'était avant la date limite de cette offre-là. Oui. J'ai postulé. Oui. Un peu. J'étais sûr de moi-même, quand même, l'acte que j'ai posé... C'est un acte de bravoure. Facilement, oui. Bien qu'il y ait un acte de bravoure, mais pouvait facilement aboutir à ce que je puisse décrocher cet emploi. Un peu. Oui. C'est ce qui manque avec beaucoup de jeunes par rapport au cas que vous venez de soulever. Oui. Aujourd'hui, nous avons des formations accélérées. Il y a plusieurs plateformes sur Internet, 5 mois, 6 mois. Même si l'offre doit finir dans 1 mois, il y a de ces formations, tu peux suivre accéléré. 48 heures. Si tu as ton temps, tu disponibilises de ton temps. Aujourd'hui, tu suis la formation pendant 5 heures. Dans 10 jours, avant que l'offre ne prenne fin, tu as ces brevets-là. Oui. C'est aussi une stratégie que beaucoup de jeunes à la recherche de l'emploi n'appliquent pas. Moi, je connais quelqu'un qui travaille actuellement chez KCC qui a appliqué cette stratégie. On a lancé une offre, on avait besoin, je crois, ça cadre avec des histoires techniques. Ce monsieur avait d'autres compétences. Si je ne me trompe pas, c'était un fiscaliste de l'ISC. Je me dis, il est allé à l'INPP. Il a suivi cette formation pendant 1 semaine. Il a postulé. Et je vous dis, il a envoyé son CV avant même de finir la formation. Il était en pleine formation. On l'a appelé. Quand il arrive pour faire l'interview, tout ce qu'il venait de voir pendant 3-4 jours, avant même que sa formation ne prenne fin. Imaginez-vous. Et il a été recruté parce que tout ce qu'on avait posé comme question, c'est ce qu'il venait d'apprendre pendant 3-4 jours. Waouh. Et si tous ces jeunes à la recherche de l'emploi pouvaient avoir ces réflexes-là, cette intuition de se former rapidement. Quand il y a une offre, tu es d'abord motivé. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces personnes qui sont vraiment convaincus. Tel que venez de le dire, ils croient que pour avoir un emploi à Lubumbashi, à Kolwezi, dans des mining, il faut nécessairement une recommandation. C'est faux. Il y a des l'offre. Ces entreprises-là exigent des compétences. La méritocratie intervient toujours, oui. Il y a de ces postes où on peut recommander des personnes, mais ils ont aussi des postes où ils ont besoin des compétences. Monsieur Némi, si je comprends bien, vous découragez les personnes qui pensent qu'avoir un emploi suffit. Donc, vous poussez cette personne à voir de l'emploi n'est que le début d'une carrière. Oui. Donc, il faut se battre pour faire carrière avec cet emploi. Moi, je l'ai toujours dit, surtout pour des personnes qui veulent réellement faire carrière. Oui, aller loin. Aller loin avec... Par exemple, tu es passionné. Il y a des gens qui sont passionnés, par exemple, de l'import-export. Oui. Pour lui, c'est le boulot de ses rêves. Oui. Maintenant, pour arriver au sommet, avec le boulot de ton rêve, bien que tu as commencé au bas de l'échelle, tu dois acquérir des compétences. Effectivement, oui. Dans l'import-export, tu dois maîtriser les codes de douane, tu dois maîtriser la procédure de l'importation et de l'exportation. Il y a beaucoup de compétences à avoir à côté pour que tu puisses atteindre un certain niveau. Oui. Mais si tu te limites, non, j'ai été engagé comme, je ne sais pas, un logisticien chargé de compter le nombre de camions qui entrent. Tu restes là, tu ne te formes dans rien. Toi, tu es calé dans ça. Et quand on a besoin de quelqu'un, il n'y a que toi qui peux le faire. Et là aussi, c'est un autre problème. Il y a des personnes qui ont perdu l'emploi comme ça. Et un jour, l'entreprise va se rendre compte que ton poste là est inutile. On les barre. On les barre et on te met à la porte. Et on va essayer de vérifier, il a quelle autre compétence. Ok. Le pourquoi d'être polyvalent. C'est ça. Du moment où telle compétence n'est plus d'actualité dans la boîte, c'est facile de s'en récupérer. Et j'ai vu des personnes comme ça, surtout dans la boîte où je suis, elles s'en foutent de tout ce que l'autre ou les autres font. Lui, il reste carré dans ce qu'il fait. Et il essaye même d'y ajouter la mauvaise foi. Il ne veut même pas apprendre aux autres ce qu'il est en train de faire. Non, il veut se rendre indispensable. Vous savez les retombées de ça, monsieur Lim. Ouais. Et les retombées, c'est... Vous vous rappelez de la machine à dactylo?
la machine à dactylographie. Oui. Il y avait au fait, cette machine-là, c'était une machine qui faisait presque le clavier d'ordinateur aujourd'hui. Oui. Et quand on cliquait, il y avait du bruit, c'était la machine à saisie. Oui. Vous voyez. Et aujourd'hui, cette machine n'est plus d'actualité. Oui. Pourquoi? L'ordinateur a pris place. Oui. Vous voyez un peu. Et quand une personne, c'est juste pour appuyer ce que vous venez de dire, quand une personne reste calée dans la compétence qu'il a, pensant que cette compétence restera éternellement, petit à petit, il va se voir dehors parce que cette compétence ne sera plus d'actualité. La machine à dactylo est finie par partir. Vous voyez un peu. D'être remplacé. Aujourd'hui, des même, on a claviers des tablettes tactiles, tout accomplir. des ordinateurs tactiles aussi, ou à base du digital, et ça passe. Du coup, un recyclage est nécessaire, et s'auto-former ou demander aussi une formation. Les entreprises aussi sont mieux placées pour demander des formations pour leurs travailleurs. Ça, c'est important. Une nouvelle science, une nouvelle technologie vient de voir le jour, et un nouveau domaine, Oui. une nouvelle réforme. Il est toujours préférable de faire recycler ses employés pour les mettre à jour. Ça, c'est vraiment important. C'est ce que nous conseillons même aux personnes qui gèrent des entreprises. Tu ne peux même pas être l'employeur, mais si tu es seulement à un certain niveau, tu gères des équipes, tu dois solliciter des formations pour tes équipes. Oui. Ouais. Surtout avec l'informatique, le numérique évolue à une vitesse de l'éclair, je vous dis. Effectivement. Donc, il faut s'adapter. Moindre pépin, vous êtes en retard et la concurrence vous devance. Oui. Ouais, Oui. Donc, on est obligé de se mettre à jour, de se recycler tout le temps. Oui. Et c'est ce que les entreprises doivent faire. Mais pour l'individu ou la personne qui veut se voir évoluer, son entreprise ne propose pas de formation. Et la personne avisée qui veut aller plus loin ou décrocher des emplois plus élevés avec des salaires importants, des formations, recyclage, mise à jour, c'est vraiment, vraiment important. Se mettre à niveau, c'est vraiment important. Monsieur Némi, j'ai deux points qui m'intriguent, dont je voudrais aussi qu'on puisse partager sur l'emploi et carrière. Et quelle est votre lecture sur la gestion de l'apparence? Est-ce que l'apparence est importante pour décrocher un emploi? Est-ce qu'il est important d'avoir une certaine apparence, une certaine élégance pour décrocher un emploi? Parce qu'il y a un adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Que dites-vous par rapport à ça? Est-ce important d'être toujours classe et tout? Quelqu'un dit il y a des millionnaires qui sont comme ça, il peut avoir ses cheveux crépus et tout, il peut ne pas être frais et tout ça. Est-ce que ça joue un rôle pour décrocher un emploi, selon vous, votre impression? Bon, je crois que vous avez parlé millionnaires. Millionnaires, là, d'abord, ce sont des entrepreneurs. Un entrepreneur est autonome, il peut s'amener comme il veut. Comme il veut, ok. Mais pour la personne qui est à la recherche de l'emploi, oui, il faut se rassurer. Parce que la personne qui doit t'interviewer ou qui doit te recevoir dans l'entreprise, oui, peut peut-être à son niveau, dans son cahier des charges, exiger certaines choses qui cadrent avec ton apparence. La manière dont tu vas te présenter. Je dois venir passer une interview d'un poste de responsabilité où je dois être un exemplaire. Bon, je viens avec des boucles d'oreilles, des persils, je ne sais pas. Là, c'est un homme en bras cassés avec des tatouages. Je ne sais pas, avec une cigarette, si je peux dire. Dégageant une mauvaise odeur. Voilà un peu. Ça risque de mettre mal à l'aise la personne qui doit t'interviewer, bien qu'elle peut te trouver avec des compétences. La personne qui se présentera peut-être à côté de toi, n'ayant pas toutes les compétences que tu as, ou peut-être proposant, toi tu as 100%, mais la personne propose 80%, mais elle est présentable. On voit que c'est une personne ordonnée, c'est un atout pour le poste. On peut facilement prendre cette personne-là. Dans ce sens-là, vraiment l'apparence est importante. Et en tout cas, moi, je vous appuie pleinement. Et la parole de Dieu est en train de nous dire que les humains regardent l'apparence et Dieu regarde les cœurs. Vous voyez, c'est tout un enseignement, selon moi. C'est tout un enseignement. Là, c'est quand on voulait oindre David et tout ça. Le prophète qui regardait les grands frères de David qui étaient costauds et tout, il s'est dit, eux méritaient beaucoup plus d'être loin et tout. Et Dieu a dit, toi, tu regardes l'apparence comme les humains et moi, je regarde les cœurs. Je trouve que nous, jeunes, nous devons aussi travailler sur ça. Être beaucoup plus présentable et refléter ce qui est à l'intérieur de nous.
L'interlocuteur n'est pas Dieu pour voir nos compétences au-dedans de nous, mais c'est notre image. Nous vendons l'image. Comme toutes les entreprises, l'image est ce qu'on présente en premier lieu. Quoique la qualité peut rester derrière. Vous voyez, peu importe la qualité de la nourriture, mais quand on vous la sert dans une assiette sale, vous ne mangez pas. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que l'enveloppe déjà n'est pas bonne. Oui. Vous voyez un peu. Même donc, si c'est votre plat préféré. Même si c'est votre plat préféré. Vous voyez un peu. Il y a des asticots juste à côté. Non, là. Vous ne prenez pas. Vous voyez. Et mon deuxième aspect, M. Némi, juste ma deuxième demande, ou l'aspect qui m'intrigue un peu, quelle est votre approche sur cette phrase « Dieu fera tout ». Parce qu'il y a des personnes qui se disent aussi « Je peux ne pas être formé, Dieu fera tout, l'Éternel interviendra ». Quelle est votre part? Quelle est votre approche? Quelle est votre lecture? Comment vous interprétez cette parole? Comment vous trouvez ça? Est-ce la part de Dieu de tout faire ou bien nous avons une responsabilité aussi? Bon, moi je dirais Dieu fera tout, mais Dieu ne fera pas tout à ta place. Wow. Il y a ça qui relève de Dieu. Oui. Oui. Dieu, je crois une fois c'était dans un échange avec vous, je vous ai parlé d'une phrase où une anecdote de David Goggins. Oui. Oui, c'est un imbécile, l'homme le plus fort au monde, comme on les déclare. Vous pouvez taper sur internet David Goggins, vous allez voir plusieurs vidéos de motivation. Oui. Qu'est-ce que David Goggins disait? Il dit sa plus grande peur, c'est le jour où il se retrouvera devant Dieu. Oui. Et Dieu lui montrera les David Goggins qu'il devait devenir ou être, mais qu'il n'a pas pu. Et qu'il n'a pas pu. Et ce qu'il était à cause de la négligence, de la paresse et tout ce qui vient avec. Oui. Oui. Il y a la part de Dieu. Oui. Dieu, comme l'Écriture le dit, il a un plan merveilleux pour nous tous. Oui. Oui. Mais à nous de travailler. Mais c'est à nous de travailler pour accomplir. Et quand Dieu te voit, il dit que mon ça, fils est fidèle. C'est le plan merveilleux que j'avais pour ces messieurs. Fidèle et bon serviteur. Dieu ne nous a pas fait comme des automates. Oui. Il a mis en nous le libre arbitre. Il n'a pas créé des robots. Oui. Quand tu dois te réveiller la nuit pour lire, réveille-toi. Oui. Oui. Quand tu dois te former, va le faire. Il y a une opportunité parce qu'il y a un autre humain comme toi qui a osé le faire. Oui. Et toi, tu veux trouver une excuse que Dieu fera tout. Là, tu te trompes. Donc, c'est ça vraiment ma petite réponse par rapport à cette préoccupation. Je ne sais pas, M. Saleh, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi pour conclure par rapport à l'emploi et aux carrières? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux jeunes? Parce qu'on a déjà consommé une minute. Monsieur Némi, moi je dirais d'abord, Dieu n'a pas créé l'emploi, Dieu a créé le travail. Ouais. Moi j'ai toujours dit, le terme emploi m'intrigue. Moi j'ai dit, on travaille. Ouais. On n'est pas employé. Peu importe ce que nous faisons, quoi que ce soit dans une boîte d'autrui, nous sommes au travail, nous sommes en train de travailler. Moi j'appelle les jeunes à beaucoup travailler. À se doter des compétences, comme nous venons de le dire. La parole de Dieu est en train de dire « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Vous voyez un peu. Donc, une fois qu'on est formé, on appliquera la deuxième parole de Dieu qui dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Vous voyez. Donc, ce n'est que le travail qui va nous faire développer, qui va faire développer notre communauté, nos familles aussi, mais pourquoi pas notre pays, notre continent et le monde entier. Oui, je conclurai aussi avec cette écriture qui dit « Le travail assure l'indépendance ». Donc si tu travailles, c'est un premier pas vers ton indépendance. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu te bénisse toi qui nous as suivis. Et surtout si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker nos vidéos, à partager pour que nous puissions atteindre et former cette grande communauté qu'on appelle la Team Investir en RDC 243. On veut changer la mentalité des jeunes. Nous croyons que c'est grâce à l'entrepreneuriat et à l'investissement.